Place maintenant à l'entretien de cette édition. Bonjour Jérémy Haddad. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes le président des éclaireuses et éclaireurs israélites de France, les fameux EI, et nous vous recevons à l'occasion de la sortie du dernier numéro de la revue, de la belle revue des EI, l'éclaireur, dont vous êtes le directeur, numéro 12 de cette revue qui se concentre cette fois sur la question de la vérité sigement, c'est le titre qui barre la une. Pas d'enquête ici sur la gouaille de Patrick Abitbol et de ses émules, mais une réflexion sur la manière dont la tradition juive aborde la notion de vérité et sur les raisons pour lesquelles son principe même est questionné, en particulier à notre époque. Est-ce que c'est la poussée du complotisme, notamment autour de la crise du coronavirus, qui a poussé la rédaction de l'Éclaireur à s'engager dans cette quête ? Oui, bien sûr, en partie. C'est évidemment cette perception que la vérité en fait n'était plus si évidente pour tout le monde, que des vérités pourtant démontrées scientifiquement ne l'étaient pas. Donc ça se traduit par le complotisme, ça se traduit par un scepticisme généralisé, ça se traduit aussi par une forme de relativisme des valeurs. Et donc tous ces phénomènes nous ont poussés à aborder de façon approfondie la question de la vérité. Parce que ça suscite un trouble à la fois chez les adultes, bien sûr, mais aussi dans le rapport qu'on peut avoir avec les plus jeunes. Et vous êtes évidemment en contact très régulièrement avec eux, et j'imagine qu'ils vous questionnent beaucoup. Oui, évidemment, puisque on leur a beaucoup répété qu'il fallait être très tolérant, il fallait respecter. Et donc ça voulait dire respecter toutes les opinions. Et donc en disant cela, ça permet effectivement une forme de tolérance, mais d'un autre côté, ça permet de ne plus être capable de hiérarchiser ses opinions, de ne plus être capable de hiérarchiser ses valeurs, de ne plus être capable de hiérarchiser un certain nombre d'affirmations. Et ce manque de hiérarchie, pour le coup, c'est le revers de la médaille d'une éducation au respect et à la tolérance qui doit être questionnée, parce que même si la tradition juive, elle respecte tout un tas d'interprétations parfois extrêmement contradictoires, et on pourra en reparler, malgré tout, elle n'est pas relativiste de façon absolue. Alors justement, comment concilier, Jérémy Haddad, l'idée que la vérité se construit, comme vous le rappelez à plusieurs reprises dans ce numéro, comme la terre se laboure à la sueur du front, et l'existence de vérité absolue émanant de Dieu ? Voilà, alors ça c'est peut-être la grande question, parce que vous savez que dans la tradition grecque, la vérité c'est l'aletheia, c'est-à-dire c'est quelque chose d'absolu qui vient du ciel et qui a été quelque part oublié, qu'il faudrait redécouvrir. Alors, c'est pas complètement absent des sources juives, mais les sources juives mettent l'accent sur autre chose. Elles mettent l'accent sur le processus, que la vérité c'est un processus progressif qui nécessite du travail, d'où d'ailleurs ce mot de vérité en hébreu qui est émet. Alors émet, pourquoi est-ce que ça matérialise le processus ? Parce qu'en réalité il est composé de 3 lettres, le aleph, le mem et le tav, qui sont en fait une progression depuis la première lettre de l'alphabet, le aleph, vers la dernière, le tav. C'est un cheminement. Et puis au milieu le mem, qui est la lettre un petit peu intermédiaire. Donc c'est un cheminement, c'est un processus. Et puis il y a cette fameuse phrase des psaumes auquel vous faites allusion, qui dit émet mais eretz titzmar, c'est-à-dire que la vérité, elle germera de la terre. Sous-entendu, elle ne vient pas du ciel. La vérité, c'est pas quelque chose qui est absolu. Finalement. Exactement. C'est quelque chose qui se travaille, qui potentiellement recèle une part de subjectivité, qui va vers un objectif qui est de découvrir effectivement une vérité qui a énormément de facettes. Mais peut-être qu'en réalité, la vérité absolue, c'est une valeur divine, et que nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons en percevoir qu'une des facettes. Mais déjà, percevoir des facettes de la vérité, c'est un travail qui est à la portée de tout le monde. Et qu'est-ce que nous dit le mot sheker ? Le mensonge en hébreu ? Alors, c'est intéressant parce que le mot sheker, c'est un mot, si vous voulez, émettre. Quand vous regardez la calligraphie des mots, c'est bien assuré. C'est-à-dire à la fois le aleph, le mem et le tav sont des mots qui sont des lettres qui reposent bien sur terre. Elles ont vraiment des fondements solides. Alors que le mot sheker, au milieu, il y a un kouf, si vous voulez, qui est fait d'une toute petite épine comme ça, qui est extrêmement instable. Et donc le mensonge, il est jamais très stable. À un moment donné ou à un autre, il est découvert. Alors, la notion de vérité, on la retrouve notamment lors du deuil. Baruch Dayan Haemet, adresse-t-on aux endeuillés, c'est-à-dire « Sois béni le juge de la vérité », une formule qu'interroge dans cette revue Mira Nechama Niculescu dans un texte. De quelle illusion, finalement, nous sépare la mort à travers cette formule que l'on adresse donc ? Est-ce que c'est finalement l'illusion d'une forme d'éternité de la vie ? Je pense que c'est plutôt l'illusion qu'on aurait un certain contrôle sur la vie.
La mort, on le sait, mais même si on s'en rend pas compte tous les jours, elle est absolument inéluctable pour chacun d'entre nous. Et c'est quelque chose qu'on oublie d'une certaine façon. Et en oubliant ce fait-là, quelque part, on se ment à nous-mêmes. Et lorsqu'on est face à cet inéluctable, d'une certaine façon, on se rend compte qu'on s'est menti à nous-mêmes et qu'il y a au-dessus de nous une instance qui est la divinité, qui pour le coup porte haut ce flambeau de la vérité et qui se rappelle à nous lors de cette mort. Deux patrons de médias télévisuels vous ont ouvert leurs portes. Marc-Olivier Fogel, directeur général de BFM TV, et Franck Meloul, qui dirige i24 News. Et ce qui est intéressant, c'est que la première, BFM TV, est accusée, et particulièrement ces derniers temps, notamment par les antivax, d'être le suppôt des pouvoirs, de tordre de la vérité en permanence. Quant à i24 News, elle se propose, depuis sa création, de lutter contre les contre-vérités entourant Israël et le Moyen-Orient. J'imagine que ce n'est pas par hasard que vous vous êtes tourné vers ces deux dirigeants. Non, absolument, puisqu'ils sont évidemment au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui la vérité dans le monde de l'opinion publique. Et pour être franc, et d'ailleurs je vais faire quelque chose qui est assez contre-intuitif, je vais vous dire que je suis assez déçu en fait de ces entretiens, et notamment celui de Marc-Olivier Fogel, parce que je trouve, alors non pas qu'il ne dit pas la vérité, mais le fait d'être le représentant d'une télévision aussi puissante, ça implique quelque part une forme de retenue dans la parole qu'on pourrait avoir. Et pour le coup, nous, ce qu'on cherche dans cette revue-là, c'est aller un petit peu aux profondeurs et à essayer d'aller derrière les vernis qu'on nous sert régulièrement. Et je crois qu'on n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé, ce qui montre bien que ce genre d'instance n'est pas fait en réalité pour travailler la vérité. Travailler la vérité, c'est lent, ça nécessite d'aller chez les professeurs d'université, de lire des livres en profondeur. Alors pour BFM, c'est ce qu'explique Marc-Olivier Fogel, c'est d'aller sur le terrain, de rencontrer les différents acteurs, de ne pas accepter toute idée comme la vérité, une vérité absolue. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on peut le faire dans des temps aussi ramassés, aussi rapides? Personnellement, je ne le crois pas. Alors, on savait que la parole politique et le récit journalistique, justement, étaient considérés avec de plus en plus de distance, pour ne pas dire de méfiance, par une partie de la population. Et ce que nous a révélé la crise du coronavirus, c'est finalement la parole scientifique est également aujourd'hui contestée, critiquée. Qu'est-ce que ça nous révèle de l'époque, alors qu'on sait quel a été le rapport de la modernité, justement, avec la science? Alors d'abord, ça nous révèle une chose, c'est que la culture scientifique du pays est absolument catastrophique. Elle est catastrophique quand vous regardez typiquement les présidents de la République successifs depuis, on va dire, François Mitterrand. Aucun n'a eu une véritable culture scientifique, aucun ne s'est véritablement intéressé aux problématiques de recherche scientifique. Et puis d'un autre côté... Plutôt délettrés. Oui, plutôt délettrés, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais en tout cas, leur culture scientifique était à peu près proche de zéro. Et puis, d'une certaine façon, les scientifiques, eux, se sont aussi réfugiés d'une certaine façon dans une tour d'ivoire, n'ont pas voulu assumer cette tâche de vulgarisation. J'espère que ça va changer, mais en tout cas, la culture scientifique d'un pays, elle est absolument indispensable parce que d'elle dépend l'innovation, ensuite la richesse, la croissance et la capacité à tenir son rang dans la compétition mondiale. Et quand Emmanuel Macron parle de notre époque comme ressemblant à celle de la fin du Moyen-Âge avec les grandes épidémies, les grandes peurs, est-ce que justement ça colle bien avec cette idée de contestation régulière des scientifiques? Oui, absolument. D'ailleurs, je crois qu'Olivier Véran avait fait ce constat-là, qui est qu'à chaque vaccin, d'abord le vaccin contre la variole et puis contre la polio, etc. Il y a eu de grandes manifestations dans les rues pour contrer en fait ce vaccin-là, qui à chaque fois on fait avec le temps on fait la preuve de leur efficacité, mais malgré tout il y a eu des contestations. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très très intrinsèque, très animal dans l'innovation, dans la nouveauté, qui est extrêmement mal pris. Et ça, malgré les progrès scientifiques, c'est quelque chose qui reste, qui a l'air d'être intrinsèque à la nature humaine et qu'il faut réussir à combattre par l'éducation. Il y a encore beaucoup de choses à lire dans ce numéro de la revue L'Éclair, notamment une interview, comme vous le faites désormais régulièrement, du Rav Avigès, qui est particulièrement éclairante et savoureuse. Un dernier mot sur la manière dont se sont passés les camps d'été des EI qui se terminent. Oui, ils se terminent. La plupart se terminent aujourd'hui. Ça a été une grande joie, encore une fois, de pouvoir
faire camper plus de 3500 enfants et puis moins enfants, des jeunes, des adolescents et des jeunes adultes pendant cette période-là. Très bien, même si je dois avouer que du point de vue de la crise Covid, ça a été plus difficile à gérer que l'année dernière. L'année dernière, on était très près, on était très inquiets. Là, cette année, tout le monde nous prédisait quelque chose d'un peu plus cool. Et comme tout le monde, on a été un peu surpris par le variant Delta. Globalement, ça a été parfaitement. On a eu quand même un camp sur lequel on a eu une grosse épidémie qu'on a évidemment gérée et que les chefs de camp ont géré de façon admirable. Mais clairement, hein, j'entendais tout à l'heure votre exposé sur le coronavirus. Clairement, c'est pas fini. Et il faut faire extrêmement attention. Merci beaucoup, Jérémy Deladette, d'avoir été avec nous cet après-midi dans ce grand journal. Je rappelle, et je le montre à la caméra pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, la une de ce nouveau numéro de cette très belle revue L'Éclaireur, La vérité si je mens, quelle vérité ? Point d'interrogation. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous. Merci Shabbat beaucoup, Shalom.